Alors, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment chouette d'être devant une salle comble un jeudi soir. Bonjour Camille. Bonjour. Voilà, donc l'idée, voilà comment ça va se passer la soirée, en tout cas dans la partie questions. On va commencer par un dialogue qui durera à peu près une quarantaine de minutes, et puis ensuite, bien sûr, tout un tas de questions de la salle pour faire un module d'à peu près 1h30, et puis ensuite, évidemment, les discussions se continueront pendant les dédicaces et les moments plus informels. Alors, je vais commencer par une question qui peut être très large, mais vraiment, voilà, en quelques minutes, on va parler évidemment d'écologie, on va parler de climat, de biodiversité, d'écologie dans tous ces aspects. On parle maintenant de plus en plus de limites planétaires ou de frontières planétaires, selon la terminologie qu'on emploie. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, en quelques mots, l'état des lieux de la situation pour toi? Là, on est en septembre 2023. Évidemment, ça pourrait prendre la conférence entière. L'idée, c'est que, avant de parler, bien sûr, de ces sujets-là, de tout ce que tu as écrit dans ton livre sur les questions d'émotion, sur les questions de capacité d'action de chacune et de chacun, quand même dresser en quelques mots la situation de ton point de vue en France et plus largement dans le monde. Eh bien, on est parti. Quelle soirée. On plonge tout de suite. Non, mais déjà, merci juste d'avoir organisé tout ça, c'est génial. Pour moi, je viens d'arriver du train, donc si je mets un petit peu de temps à avoir de l'énergie, ne m'en voulez pas, ça ne saurait tarder. Je viens de prendre un petit expresso juste avant d'arriver. Je confirme. Non, mais déjà, c'est génial d'avoir l'occasion de parler ici. Et j'ai vu tout le travail de l'association. Ça fait depuis longtemps qu'on essaie de faire ça ensemble. Donc je suis trop contente, surtout que je crois que c'est la première conférence qu'ils organisent, si je dis pas de bêtises. Donc quel honneur, j'espère que vous allez revenir pour les prochaines, que je ne vais pas juste vider cette salle petit à petit. Et je ne sais pas non plus, dernière chose, le niveau de connaissances et d'intérêt des gens présents. C'est le principe des conférences, c'est toujours bizarre, parce que quand on a une discussion avec quelqu'un, on sait si il connaît déjà tout par cœur et qu'il a envie de débattre sur d'autres sujets, ou si au contraire, il ou elle est venu là par curiosité. Donc excusez-moi si je fais des redites, des choses qui vous paraissent simplistes. À l'inverse, si parfois il y a des termes que j'utilise qui ne vous sont pas familiers, je vous en supplie, levez la main discrètement, et je l'expliquerai si vous n'osez pas. Mais ça me semble fondamental, en fait, cette question de départ, pour une raison simple, c'est que on a tendance, et c'est une tendance tout à fait naturelle, lorsque l'on trouve quelque chose, lorsque l'on on obtient une connaissance, à imaginer que c'est le cas de toutes les autres personnes qui nous entourent. Et quand je suis allée en Islande pour un documentaire sur des glaciologues, on a passé un mois avec des glaciologues, le point cardinal de toutes ces personnes qu'on a rencontrées, c'était de nous dire, on fait une découverte, et à partir du moment où on l'a découverte, on imagine que ça y est, en fait. Que c'est bon, on l'a découverte, et que donc elle l'est découverte par essence pour le monde, et que le monde est au courant. Là où évidemment, c'est pas le cas. Et donc ce travail très important, c'est celui de ne jamais croire qu'une vérité est établie. On doit toujours les défendre. Il n'y a qu'à regarder les derniers chiffres sur le climato-scepticisme en France, il augmente. Voilà. Il y a plus de climato-scepticisme aujourd'hui qu'hier. Ça paraît fou, ça paraît étrange, mais on a pris 8 points de climato-scepticisme depuis l'année dernière. Il y a des études différentes, indépendantes, une de l'ADEME par exemple, qui vient de sortir, qui montre ça. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental de rappeler les termes. Pour faire un petit état des lieux, je vais peut-être parler des angles morts, vous parliez des limites planétaires. C'est en effet une notion du Stockholm Institute Center Institute, qui a été fait et qui ont établi 9 limites planétaires. Donc ils se sont dit, ok, le problème c'est qu'on voit aujourd'hui l'urgence climatique comme étant quelque chose de stable. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prendrait 0,1, 0,2, 3, 4, 5 degrés, il ferait un peu plus chaud. Ce serait un peu plus la merde, en gros. Que ce serait quelque chose qui serait proportionnel. Or, ce qu'on a observé, c'est que le système Terre ne fonctionne pas de cette manière. Donc, quand dans l'ordinateur, on fait les calculs et qu'on augmente un petit peu les curseurs, il arrive un point à partir duquel il y a ce qu'on appelle de l'emballement climatique. C'est-à-dire que l'ordinateur crache. On ne peut plus prévoir le système. Donc, on perd le contrôle sur le système Terre.
Donc au-delà de ces 9 limites planétaires qu'ils ont définies, par exemple l'acidification de l'océan, la diversité génétique, les réserves d'eau douce, ils se rendent compte qu'en fait, on sort de ce qu'on appelle une zone de sûreté de l'humanité. Donc quand on dépasse ces limites planétaires, on est en dehors d'une zone de sûreté pour l'humanité. Et on en a dépassé 6 des 9 de ces limites planétaires. La 6e, c'était il y a vraiment quelques semaines. C'est celle sur l'eau douce. Donc voilà, je pense que ça résume assez bien l'état des lieux. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer, et c'est pas moi qui le dis pour être alarmiste, c'est factuellement ce qui se passe, dans un monde qui devient hostile à notre présence. C'est-à-dire qu'il devient inhabitable. Et donc on est en train de quitter cette zone de sûreté. Voilà, pour les joyeusetés. Eh ben, je crois qu'on a plongé droit... Non, mais tout va bien, attendez, il y a des choses bien qui se passent quand même. C'est que il y a une espèce donc il y a ces limites planétaires-là qu'on commence à dépasser. Mais il faut comprendre une chose, c'est que parmi celles-ci, il y en a certaines sur lesquelles on a des pouvoirs d'action extrêmement rapides. On parle souvent du CO2 et du climat en se disant, bah voilà, une fois qu'on a lancé la machine quelque part, on ne peut jamais rien faire. Déjà, d'un point de vue philosophique, moral, ça me paraît extrêmement faux, pour une raison simple, c'est que c'est Aurélien Barraud qui disait ça, il n'est jamais trop tard pour que ce soit pire. Et donc, c'est-à-dire que derrière chaque demi-dixième de degré, il y a des vies, humaines et non humaines. Donc, il n'y a pas ce point de non-retour, il serait trop tard pourquoi ça peut toujours être mieux et on peut toujours sauver ce qui reste à sauver. D'abord d'un point de vue juste éthique finalement et philosophique. Et ensuite, d'un point de vue vraiment scientifique, il y a par exemple, on parle beaucoup du CO2, mais il y a plein d'autres gaz réchauffants, notamment ce qu'on appelle les forceurs radiatifs à courte durée de vie, le méthane qui est le plus connu, le protoxyde d'azote, il y en a plein qui ont tout un tas de noms assez rigolos. Eh bien, ceux-ci, quand on agit dessus, en fait, ils ont un pouvoir réchauffant jusqu'à 7 fois plus réchauffant que le CO2, par exemple pour le méthane, mais ils ont une durée de vie beaucoup plus courte dans l'atmosphère. Donc dès qu'on prend des mesures rapides sur ceci, eh bien on voit tout de suite, vraiment immédiatement pratiquement, les conséquences. Et donc on a une capacité de contenir l'emballement climatique par des mesures qui doivent être immédiates. Une des clés d'action aussi, c'est sur la biodiversité. On a parlé beaucoup de climat, mais sur la biodiversité, pour le coup, il suffit de faire l'expérience dans son jardin. Quand on arrête de mettre des pesticides, des herbicides, etc., on revoit la vie venir très rapidement. Vraiment, on voit les vers de terre, on voit la nature qui reprend ses droits assez rapidement. Quand on taille la haie un peu plus tard. Bien, en fait, voilà, on a une capacité de résilience des écosystèmes qui est quand même très élevée. Il y a les exemples, évidemment, qui ont été beaucoup médiatisés de cette plage en Thaïlande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas son nom, quelque chose Bay, très connu en Thaïlande, où ils ont interdit de mettre ils ont interdit les touristes d'y aller. Donc on ne pouvait plus aller dans cette fameuse baie. Et au bout de quelques années, on a revu une biodiversité riche revenir, des tortues revenir pondre, des poissons revenir, les coraux se régénérer, etc., etc. Donc on a une capacité de résilience de la nature qu'il ne faut absolument pas oublier. Et donc tout ce que je vous dis sur ces points de non-retour, etc., est une donnée importante parce qu'elle nous permet, ce que ne fait pas le plan de planification qui est sorti lundi, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire voilà ce qu'on fera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais aussi de se dire ok, là maintenant, on est le dernier pas au bord du précipice. Donc c'est pour ça qu'il y a des mesures immédiates à prendre, vraiment rapides et concrètes, pour éviter qu'on entre dans ces périodes d'emballement climatique et que là, vraiment, pour le coup, la machine devienne hors de contrôle. Et je finis juste sur ça. Là, en ce moment, je travaille sur l'Arctique. Et il y a ces points de non-retour qu'on voit. On l'a étudié avec les forêts, l'Amazonie. Vous voyez, les forêts, on dit que maintenant, la forêt amazonienne émet plus de CO2 qu'elle en absorbe. Ce qui paraît fou. Mais c'est simplement parce qu'avec les feux de forêt, avec la déforestation, le carbone qui était séquestré dans les arbres est libéré avec la combustion. Et en fait, on se retrouve à avoir ce qu'on appelait un poumon. Moi, quand j'étais au collège, on dessinait, je me rappelle très bien, la forêt en disant c'est le poumon en forme de poumon, comme ça, avec des arbres dedans. C'est le poumon de la planète. Et ben, il est en train, véritablement, de devenir, à l'inverse, un endroit de réchauffement extrêmement grand. On a la même chose qui se passe justement potentiellement sur l'Arctique. Et que ce qui était un rôle de refroidisseur du climat est en train de devenir un radiateur. C'est Edith Sévestre, une glaciologue, qui me l'a
dit là, elle me dit en fait, on passe de quelque chose qui est censé être refroidir, qui se met à réchauffer. On perd l'effet d'albédo, donc la surface blanche qui renvoie massivement les rayons. Et donc là, d'un coup, puisque c'est remplacé par du noir, ça devient un endroit qui absorbe la chaleur. Voilà, tout ça pour dire que ce qui est fascinant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas et qu'il y a beaucoup de choses qui, dans un écosystème, le principe, c'est qu'une action va entraîner une autre action, va entraîner quelque chose. Donc dès qu'on touche quelque chose, un fil, dès qu'on coupe un fil de cette pelote de laine, on a vraiment un cercle vicieux qui est enclenché. Maintenant, c'est à nous de faire l'inverse et d'enclencher un cercle vertueux. Pour aussi avoir cette résilience que tu as rappelée, il y a une autre étude australienne sur les fameux méga-feux australiens qui nous ont tous marqués il y a quelques années, et tout un tas d'études sont en train de sortir pour montrer que même si on ne fera pas revenir tous les arbres et tous les êtres vivants qui ont péri à ce moment-là, mais il y a une vraie résilience de la biosphère en Australie qui se fait. Alors, tu as bien dessiné voilà, les principaux contours du sujet. Face à cela, il y a un sentiment que tu as beaucoup décortiqué dans ton livre, qui vient souvent, dont il faut parler, c'est le sentiment d'impuissance auquel est corrélé souvent un sentiment de peur. Et puis un sentiment de on ne sait pas trop quoi faire, par quel bout le prendre, on se sent un peu écrasé par tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, notamment sur le cas très concret de la peur, comment, parce que tu as une analyse de ça assez originale, en taclant d'ailleurs au passage un peu les journalistes qui te demandent de ne pas trop faire peur dans les émissions, ce qui est assez bien vu, parce qu'on veut toujours des choses positives, etc. Mais là tu dis, en fait, c'est comme si tu renversais la perspective en disant, mais en fait, cette peur, qui a priori peut nous gêner ou nous paralyser, on peut s'en servir aussi. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ça? Parce que de premier abord, ça peut paraître un peu étrange. Eh bien, en fait, pour rendre à César ce qui appartient à César, ça vient d'une discussion, en l'occurrence, entre Pablo Servigne, ce qui appartient à Pablo Servigne, parce que c'est une discussion que j'avais eue avec Pablo Servigne dans une conférence où lui, c'était une conférence de philosophie très sérieuse, tout ça. Et donc, lui, le titre de sa conférence, c'était comment surmonter la peur face aux effondrements des sociétés ou quelque chose du type. Et il arrive sur cette conférence et il dit, mais en fait, je ne suis pas d'accord avec le titre. Je pense qu'en rien, il s'agit d'avoir moins peur. On n'a pas assez peur. Et alors, en sortant, je dis, mais attends, mais Pablo, parce que moi, le principe, c'est que je me dis l'inverse. C'est-à-dire que je me dis, comment est-ce qu'on donne envie d'aller sur les questions climatiques? Comment est-ce qu'on dit, mais n'ayez pas peur de ça, en fait, il y a plein de choses merveilleuses qui se passent, etc., etc. Donc moi, je m'efforçais, même si j'avais très peur, je m'efforçais à pas trop le dire à la terre et on a cette discussion qui a été vraiment bouleversante pour moi. Et après, j'ai lu toutes les références que je cite de Gunther Anders, de Dupuy, qui travaillent. En fait, il y a plein d'auteurs qui ont travaillé, d'autrices qui ont travaillé sur la peur depuis longtemps. Et alors, déjà, d'un point de vue neurologique, la peur, c'est un réflexe vital. C'est-à-dire que c'est quand même bien fait. On a peur pour se sauver. Donc, c'est à l'inverse de quelque chose qui nous paralyserait, qui serait une petite mort en soi. Originellement, la peur, c'est vraiment un réflexe de vie. Je dis souvent, l'exemple de la voiture, parce que j'ai toujours très peur des voitures, quand on fonce dessus en voiture, heureusement qu'on a peur. Sinon, on reste là et on se fait écraser. Donc, ça nous permet de fuir. Le feu, quand on s'est approché du feu, qu'on a découvert qui pouvait nous blesser, on a créé un réflexe parfois de peur. Il y a un incendie qui arrive vers nous, on a d'abord peur avant d'avoir chaud. Donc, en fait, c'est un réflexe vital qui est très utile pour nous, mais aussi pour plein d'autres espèces. Là, c'est quand même délicat de se sauver, puisque, quoique certains veulent aller sur Mars maintenant. C'est pas de se sauver, mais c'est d'agir. En fait, les émotions, dans le mot émotion, il y a émotion qui est mouvement. Donc, les émotions nous mettent en mouvement. Et c'est une peur, typiquement, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle peut nous mettre en mouvement. Maintenant, c'est une réflexion donc à la fois scientifique, mais aussi surtout politique, qui est de se dire comment est-ce qu'on fait d'un objet qui est là. C'est-à-dire qu'on a une génération de personnes, et une génération au sens très large. Je démontre souvent l'idée que j'aime pas du tout l'analyse politique d'une société par la classe d'âge. En tout cas, une génération au sens de personnes qui habitent le monde à un moment donné, donc vous et moi. Eh bien, il y a une partie de cette population qui est traversée par la peur. Je veux dire, il y a qu'à le voir, par la peur, par des angoisses profondes. En France, on est le pays en Europe qui consomme le plus de Xanax. Donc, a priori, il est vrai de dire qu'on est traversé par un certain nombre de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment est-ce qu'on fait de cette chose intime un événement politique?
il y a deux choix. Soit on est dans la posture qui me semble être celle aujourd'hui de la société, que de dire on coupe des émotions, on coupe la politique des émotions. Quand on a notamment souvent des femmes politiques qui vont être un peu plus émotives, on va les trouver hystériques, on va les trouver trop vulnérables, trop fragiles. Donc on dit quelqu'un est présidentiable, par exemple, s'il est froid, s'il est capable d'être vraiment décalé de ses émotions. Ça, c'est vraiment... Donc, première chose. À l'inverse, quand on a aussi notamment comme moi, des activistes qui viennent sur des plateaux télé, et qu'on ose dire, voilà, moi j'ai peur pour ce qui est en train de se passer, pareil, on est traité d'alarmiste, on est traité de quelque chose de dangereux. Or, je crois qu'il est fondamental, même pour moi, de reconnaître que cette peur existe, et la question fondamentale après, c'est qu'est-ce qu'on en fait collectivement ? C'est là où c'est intéressant. Parce que si on la nie, qu'est-ce qui se passe ? On la relègue dans l'intime. Et si on relègue dans l'intime, c'est-à-dire qu'on conditionne l'urgence climatique à quelque chose de très intérieur. Donc, au débat dans les familles, donc à une angoisse profonde, une dépression qu'on peut avoir en soi. Alors qu'être capable que de dire que les émotions font partie de la politique, c'est bien moins terrifiant. Moi, ce qui me terrifie, c'est plutôt à l'inverse la froideur avec laquelle certains dirigeants politiques sont capables de prendre des décisions, avec un détachement total, tout en sachant que leurs décisions vont pourtant avoir un impact sur la vie des gens. Je trouve ça très sain que d'être capable de dire, voilà, nous sommes traversés par ces émotions-là, ce qui se passe est proprement terrifiant, mais nous allons agir sur cette peur. Et je finirai juste là-dessus. J'avais eu au téléphone les deux chercheurs qui avaient fait l'enquête de Lancet, c'était il y a 2 ans, pour ne pas dire de bêtises, à peu près 2 ans, qui avait lancé toute cette vague médiatique où on parlait beaucoup de l'éco-anxiété, de la solastalgie. En fait, ce qui s'est passé, donc il y avait cette étude où on disait 70% des jeunes sont éco-anxieux. Et donc là, du coup, tout le monde s'est dit, arrêtez de parler trop d'écologie, parce que voilà ce que vous faites, une génération angoissée, plus personne ne va avoir d'enfants, n'allez pas trop en action parce que c'est anxiogène, coupez-vous de l'information climatique parce que ça angoisse. Donc voilà ce que ça a créé. Ça a créé un immobilisme finalement. Alors que ce que m'expliquaient les deux chercheurs, c'était comment était faite l'enquête. Et la question qui avait été posée, ce qu'elle révélait, c'était pas tant que les gens avaient peur en soi, mais qu'ils étaient terrifiés par le gap qu'il y avait, donc vraiment le trou béant qu'il y avait entre le niveau de non-action de ceux qui avaient les mains sur le pouvoir, qui pouvaient précisément agir sur l'objet de cette peur, et eux, leur impuissance. Donc en fait, ce qui était terrifiant, c'était le fait de voir par exemple que la voiture nous fonçait dessus, mais que le conducteur n'avait aucune sorte d'envie que de freiner ou de changer de direction. C'est ça qui était terrifiant. C'était le regard du conducteur qui nous avait vus et qui pourtant continuait à accélérer. Et c'était ça l'objet de l'étude. Et en fait, ça dit tout, cette étude, parce que c'est comment est-ce qu'on fait de cette peur saine, non pas pour être un lanceur d'apocalypse, au contraire, mais pour dire, voilà, la peur, elle nous permet d'anticiper, de dire, voilà ce qui nous fait peur, maintenant on va agir dessus. Et je finis juste sur cette métaphore de la médecine, c'est-à-dire que, heureusement que s'il nous arrive quelque chose, si moi j'ai une maladie, j'ai envie qu'on me le dise, j'ai envie que le médecin me dise pas « Oh, je voudrais pas vous faire peur, surprise, je ne vous dis rien, je voudrais vraiment pas vous terrifier, donc rentrez chez vous ». Ce serait encore plus terrifiant. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui va pas en nous. Donc on a besoin d'avoir les clés de ce qui se passe pour ensuite être capable d'agir sur cette chose qui nous fait peur. Et il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir. C'est ça, là où je passe le plus de temps. Pour agir d'ailleurs intelligemment, tu as commencé à le dire, il y a cette tentation qui est souvent faite médiatiquement d'opposer les générations. Parfois, ça se voit même au sein des familles, etc. Et alors, c'est assez fort de voir des gens comme toi, qui est parfois présenté comme l'égérie française de la génération climat, etc., avec un certain nombre d'articles de journaux, que dans ton livre, très concrètement, tu démontes cette idée d'une génération climat. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ça, parce que les lignes sont assez vivifiantes et combattent, là encore, un certain nombre d'idées reçues. Oui, j'en parle souvent, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais pas faire trop de redites. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je ne souscris pas du tout à ça. Déjà parce que les membres de l'association qui m'ont invité n'ont pas mon âge, et pour autant, voyez, ils sont eux aussi engagés sur les questions climatiques. Et que, c'est en fait, encore une fois, il y a plusieurs strates de pensée. D'abord, d'un point de vue sociologique, c'est faux. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des chercheurs en sociologie du CEVIPOF qui m'expliquaient aussi dans leurs études que quand on regardait l'action, même juste sur l'action environnementale, dans les associations, partout sur le territoire français,
les 2/3 des bénévoles sont retraités. Donc en fait, de fait, ce n'est pas vrai de dire que c'est une génération climat qui est la seule engagée, que c'est une génération de jeunes qui seraient engagés pour les questions climatiques. Factuellement, ce n'est pas vrai. Ensuite, à l'inverse, on peut très bien voir que dans ce qu'on dirait une génération climat, qui serait donc les moins de 25 ans, ce qui médiatiquement est un peu ce qu'on dit, eh bien, on a le plus haut taux de climato-scepticisme. On a des comportements de surconsommation, de suraddiction aux réseaux sociaux, de déficit de l'attention. On a aussi ça, c'est aussi ça, cette génération. C'est aussi la génération de Shein, où on va commander des hauls comme ça d'habits de fast fashion pour juste posséder. Donc je ne dis pas qu'on est mieux ou moins bien, on habite le monde. Bon, avec des contradictions parfois. Et donc je crois vraiment que factuellement, déjà, enfin c'est pas que je crois pour le coup, factuellement, ça n'existe pas, cette idée d'une génération climat. Ensuite, on disait souvent ça pour dire, oui mais vous nous avez laissé une planète pourrie, donc vous seriez responsable. Bon alors, comment est-ce qu'une génération entière peut être responsable ? C'est très faible d'un point de vue d'analyse politique quand même, parce qu'on sait qu'on n'est pas tous les mains sur le pouvoir, que même avant que je naisse, il y avait déjà des dynamiques de pouvoir, des gens qui perdaient, des gens une minorité qui détenaient ce pouvoir aussi, économique, politique. Donc c'était déjà le cas avant. Donc toutes les décisions n'ont pas été prises par l'ensemble de la population. J'imagine bien que ce n'était pas le cas. Et donc on disait, voilà, vous nous avez laissé avec un vous général une planète pourrie. Et en plus, nous sommes plus inquiets parce que nous allons vivre dans ce monde. Mais j'imagine, en grandissant en tout cas, que c'est pas parce qu'on se rapproche de la mort que d'un coup, on est moins intéressé par le monde. Pas du tout. Qu'on a des liens intimes aussi avec ce monde d'après, que ce soit nos enfants, que ce soit nos petits-enfants, que ce soit même simplement un lien générationnel, intime, sensible à ce qui se passe après nous, à notre héritage. Donc je crois que c'est absolument pas vrai de dire que parce qu'on risque d'habiter moins longtemps le monde, on s'en préoccupe moins. En tout cas, ça me paraît très étrange comme pensée. Et enfin, donc là déjà, pourquoi c'est faux ? J'essaie de démontrer pourquoi, en mon sens, ça ne reflète rien, cette idée d'une génération climat. Mais aussi parce que, d'un point de vue de stratégie politique, pour moi, je crois que c'est non seulement faux, mais c'est aussi dangereux. C'est-à-dire que ça crée l'idée que ce serait donc un combat de génération. Si c'est des générations plus jeunes, engagées, contre des boomers qui nous auraient laissé une planète saccagée, le conflit, la conflictualité serait sur cette question d'âge. Ce que ça crée, c'est qu'encore une fois, on relègue le débat dans l'intime. Et ça crée des familles qui se parlent plus, ça crée des débats à Noël qui sont épouvantables, où on fait que parler de la météo parce que plus personne n'est capable de se parler de quoi que ce soit d'autre. Enfin, ça se passe comme ça dans une partie de ma famille, c'est pas joyeux. Donc je sais que à l'inverse, être capable de dire, c'est peut-être pas simplement moi contre mon grand-père qui adore aller à la chasse avec ses amis, et moi il sait que je suis pas d'accord avec ça. Est-ce que vraiment la conflictualité elle est que là ? Ou est-ce que c'est pas plutôt, si on dézoome, peut-être moi, ma génération, mon engagement contre le patron Total Energy ? Et ça me semble une conflictualité beaucoup plus intéressante, un rapport de force beaucoup plus intéressant. Et on rappelle qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs points de rupture et que ça nous permettrait d'avoir une complexité. Le problème, c'est que l'espace médiatique est ainsi fait que souvent, on oppose les pour et les contre. Donc vous avez soit un climato-sceptique contre quelqu'un qui croit au dérèglement climatique, soit vous aviez, pendant un grand moment où c'était à la mode, cette génération climat, un vieux contre une petite jeune. Et en fait, j'ai voulu refuser ça, parce qu'on me mettait constamment dans cette chose-là, et j'ai voulu simplement refuser l'idée de dire que je vais débattre juste avec quelqu'un qui n'a pas le même âge que moi. Faites-moi débattre avec quelqu'un qui a des intérêts économiques divergents et qui donc refuse de lâcher sa posture pour agir d'un point de vue climatique de manière ambitieuse. Alors le fil rouge de ton livre, c'est vraiment du coup cette question de l'impuissance, avec cette question lancinante dès l'introduction, pourquoi sommes-nous vaincus avant d'avoir livré bataille ? Il y a dans tous les exemples que tu donnes, que ce soit la mine de charbon en Allemagne ou d'autres, tu cites d'ailleurs beaucoup d'autres personnes avec qui tu as milité, beaucoup d'autres activistes dans différents pays du monde. C'est assez précieux aussi parce qu'on connaît assez peu de noms finalement voilà, de gens qui aussi dans leur pays, avec parfois des dangers de mort. On sait qu'il y a un défenseur de l'environnement dans le monde qui meurt tous les 2 jours. Il y a vraiment cette question que tu ramènes beaucoup, qui est la question du collectif, agir collectivement.
versus ce à quoi on est souvent renvoyé, c'est mais finalement, qu'est-ce que tu vas faire individuellement? Est-ce que tu vas arrêter l'avion, consommer moins de viande, etc. Comment est-ce qu'on peut se repérer dans ce débat-là, dans ces différentes actions-là? On est un petit peu perdu. Parfois, on nous dit ou l'un ou l'autre, et l'un et l'autre. Voilà, je voudrais avoir un peu ton sentiment par rapport à ça. Ben, encore une fois, c'est d'un point de vue comment est-ce qu'on analyse une société. Et elle est pas scindée. Moi, je viens des sciences sociales. Mes études viennent des sciences sociales. C'est pas vrai de dire qu'il y a les entreprises, l'État, les gens. Chaque personne, chaque employé d'entreprise est aussi un consommateur, aussi un votant. Chaque personnel politique va aussi faire ses courses, a aussi une famille. Donc en fait, quelque part, c'est réaliser que chaque action, chaque non-action qu'on fait infléchit le monde. Si je décide de ne pas aller en manifestation, c'est une action. Donc déjà, l'idée d'inaction climatique aussi, c'est quelque chose que j'essaie de remettre en cause, parce que rien n'est une inaction. Tout immobilisme, à partir du moment où on vit en société, dit quelque chose. C'est le principe du boycott. Et le boycott, c'est juste un refus. Le boycott est simplement dire, par exemple, je n'achète pas. Donc on pourrait dire c'est une inaction. Pourtant, si on a toute une société, si tout Vincennes dit, on décide de boycotter, je sais pas, tel produit ou tel, et ben d'un coup, imagine, c'est une idée nulle. Je vais vexer plein de gens, mais imaginez tout le monde dit, je boycotte la voiture. On est d'accord, il n'y a pas le transport public, tout ça, machin. Et imaginez juste, exercice de pensée. Plus aucune voiture d'un coup. On pourrait dire, bah, vous n'avez rien fait. Mais pourtant, quel message incroyable ça envoie. Je veux dire, ça dit quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer que l'idée d'action individuelle et collective, elle est très très floue à partir du moment où on considère les sciences sociales. Le problème, c'est qu'encore une fois, le climat est très incarné par des ingénieurs, et c'est génial, et on a beaucoup besoin d'eux, mais on boude beaucoup les sciences sociales, et donc les autres dynamiques. On oublie que dans l'optimum de Pareto, qui est le b.a.-ba de l'économie classique, où on dit, on produit quand l'offre rencontre la demande, on oublie que les deux dynamiques se répondent. C'est pas simplement nous voulons du Coca-Cola, donc Coca-Cola produit du Coca-Cola. C'est aussi l'offre qui crée chez nous des désirs. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on a fait des pubs à n'en plus finir, c'est aussi parce que Coca-Cola finance, ils sont très forts, leur principal ennemi qui sont les événements sportifs. Donc ils sont associés à tous les événements sportifs, le Super Bowl, ça vous voyez souvent Coca-Cola, pour créer une image positive, même si genre de sport, donc enlever l'idée de défiance qui serait celle du fait que ça limite notre activité physique, etc. Et bien, vous voyez, ils créent chez nous des désirs qui, ensuite, font naître des comportements individuels. Donc, il n'y a pas quelque chose comme l'individualité vs le collectif. Maintenant, c'est une clé de lecture intéressante pour quelque chose, c'est de dire qu'est-ce qui dépend uniquement de notre volonté et qu'est-ce qui dépend d'une action politique. C'est ça, en vrai, la vraie question. Donc, bien sûr qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut faire et qu'on devrait faire si on le peut. Maintenant, il est important de rappeler que aujourd'hui, c'est un coût pour la plupart du temps que d'être écolo, que d'adopter des comportements écolos. Que quand on est, par exemple, en Savoie, là où vit encore toute ma famille, bien sûr que ce serait génial de ne plus avoir de voiture. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a pas de transport en commun disponible qui fonctionne correctement. Donc on ne peut pas faire autrement que d'avoir une voiture. Donc simplement dire, être écolo, c'est ne pas avoir de voiture, ça ne prend pas en compte le fait que collectivement, on n'a pas organisé une mobilité qui permet ce choix-là. Quand on vit, par exemple, j'ai mon ami qui habite à Noisy-le-Sec, super, il peut consommer bio, en vrac, il n'y a rien à la ronde à côté de chez lui qui propose ça. Donc comment est-ce que vous voulez, pareil, qu'il ait ce comportement-là? Donc c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de se cacher derrière seulement l'action politique, mais aussi de rendre possible ces comportements dits individuels. Et ça se joue beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un point de vue étatique pour rendre ces comportements déjà disponibles, mais aussi accessibles aux plus précaires. Et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr qu'on prend l'avion. Si on doit aller un peu plus loin, regardez le prix des trains. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse avoir des plus jeunes qui puissent partir voyager en train, qui puissent rentrer chez eux, pas forcément aller à l'autre bout du monde, mais juste même déjà rentrer chez eux à Noël. Moi, quand je rentrais chez moi à Noël en Savoie, j'ai la chance d'avoir les moyens de le faire, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, c'est extrêmement cher. Donc comment est-ce que collectivement on rend ces comportements possibles? C'est surtout ça qui m'intéresse. Donc c'est vrai que je me concentre plus sur l'action collective, parce qu'on a un temps disponible limité, on a tous 24 heures dans une journée,
un niveau d'énergie et que si on la mettait dans faire changer et créer, être nous cette forme de lobby citoyen pour que les mobilités changent, l'accès à l'alimentation change, ça devient intéressant. Et on voit bien que là, dans les exemples que tu donnes, tu incarnes immédiatement ce que tu dis dans un territoire donné. Et ça, c'est l'autre enjeu très important parce qu'on part dans des grands débats à n'en plus finir sur énergie renouvelable, ceci, cela. Mais si je prends juste le cas des éoliennes, voilà, qui est un sujet de controverse, mais en fait, c'est jamais incarné dans un territoire. C'est-à-dire, dans un territoire donné, une éolienne n'a pas du tout le même impact que dans un autre. Là, c'est l'exemple des éoliens, mais là, tu parlais de la voiture dans certaines régions françaises indispensable, alors que dans d'autres, elle l'est moins. Est-ce que pour toi, c'est un des vrais sujets, c'est aussi retrouver beaucoup plus cette notion de territoire donné. C'est-à-dire que quand on a une réflexion écologique, il faut l'ancrer dans un endroit et arrêter de Pas partir. arrêter. Évidemment qu'il faut l'incarner dans un territoire, et même dans les actions climatiques. C'est-à-dire que on a toujours besoin de à la fois avoir. Là, je travaille sur l'Arctique, oui, donc c'est quand même pas. Enfin, c'est très ancré en Arctique, mais pas du coup, pas spécialement chez moi. Pour autant, ça va aussi impacter mon territoire. C'est-à-dire que si je veux protéger le bout de glacier qui est ancré dans mon territoire de Savoie, eh ben, ce qu'est en train de faire Total Energy en Ouganda impacte mon territoire. C'est le principe du monde globalisé, c'est aussi le principe du fait que le CO2, les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. Donc c'est très important d'ancrer localement notre action, nos revendications, mais de ne pas déserter cet espace mondial. On a vraiment besoin aussi de vous et de force ici. Moi, c'est le principal de mon action se fait à ce niveau-là. Et encore une fois, on se répartit. Je suis très contente que d'autres aient des combats plus locaux, plus ancrés. Je suis toujours ravie de participer, ne serait-ce qu'à juste les médiatiser, les mettre en avant, ce que je fais en ce moment avec à Castres, entre Castres et Toulouse, avec l'autoroute A69, avec Thomas Braille et puis tous les autres grévistes. On a besoin aussi de montrer que voilà, il y a des gens qui s'organisent sur un territoire, ils sont légitimes à le faire parce que c'est eux qui refusent leur autoroute là, qui suis-je pour aller dire vous, votre autoroute. Mais si on a des gens qui disent bah, nous on refuse ça ici, à la Clusaz, ils refusaient une retenue d'eau collinaire. Bah, pareil, on a dit voilà, les gens de la Clusaz, les habitants de cet endroit, de ce territoire, refusent cette politique de ce territoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on rend ça aussi, on dézoome et on se dit qu'est-ce que ça dit? L'autoroute, typiquement, qu'est-ce que ça dit de notre mobilité? Comment est-ce qu'on fait une mobilité sans artificialiser les sols, sans couper les arbres qui sont fondamentaux pour la survie de tout le monde, en fait. Donc voilà pourquoi j'essaie de. C'est comme la question de individuel, collectif, les âges. Est-ce que c'est national? Je pense qu'on perd beaucoup de temps à essayer de trouver et de débattre sur la bonne stratégie, le bon endroit. En fait, faites ce qui vous passionne. C'est tout ce que je peux dire de manière. La vraie chose pertinente à dire, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, pour une raison qui m'échappe, j'aime bien l'endroit national européen. C'est là où j'ai compris plus comment ça marchait et où je suis plus en prise avec ce qui se passe. Donc j'agis ici. Il y en a d'autres, ça va être les négociations internationales. Bon, ça m'ennuie beaucoup, par exemple. Donc je ne vais pas au COP. Je pense que j'aurai à peu près rien à faire de pertinent là-bas. D'autres le font très bien, et heureusement qu'ils sont là. Certains, comme ici, travaillent à Vincennes sur savoir comment est-ce qu'on coupe pas 47 platanes, comment est-ce qu'on a des actions extrêmement concrètes. Mais c'est aussi très pertinent. C'est pas plus ou moins, en fait. C'est le vrai enjeu, en revanche, c'est de se coordonner entre nous, parfois, avoir ces points, ces moments qui permettent à nos actions nationales, quand moi je vais dire il faut changer la mobilité, comme ça, je vais pouvoir dire l'exemple de l'A69. Voilà. Inversement, quand Thomas et toute l'équipe de la Voie Libre, etc., se battent sur l'A69, nous, on peut dézoomer en disant, en fait, voilà ce que ça dit de plus grand d'un point de vue du pays. Quand on dézoome un peu, parfois, l'impuissance peut revenir en se disant « Ouh là là, à nouveau, c'est trop gros, on n'embarquera jamais toute la société, etc. » Et là, tu rappelles que finalement, il ne s'agit pas d'embarquer non plus toute la société. Il s'agit, et les sciences sociales le montrent bien, d'élaborer des nouvelles normes qui deviennent des comportements adoptés petit à petit par tout le monde. Et alors là, tu cites effectivement l'exemple de quelques pourcents de la société. Alors là, toi, tu citais 3,5%, d'autres études disent un peu plus, un peu moins. Mais l'idée, c'est que finalement, il n'y a pas besoin que tout le monde, voilà, parce que je veux dire, c'est pas, on est souvent découragé en disant mais il n'y aura jamais tout le monde qui sera embarqué, mais des groupes suffisamment importants peuvent vraiment donner des trajectoires différentes.
En fait, c'est marrant parce que quand on écrit un livre, je découvre, c'est mon tout premier livre, il y a ce qui nous semble être fondamental et être vraiment une idée révolutionnaire, très importante, dont personne ne parle. Moi, ça devient... J'ai écrit tout un premier chapitre sur le lien avec la santé et je trouvais ça... Enfin, moi, ça me fascine. Je n'ai pas eu une seule question de toutes. J'allais y venir, sur les corps. Ce serait incroyable. Non, mais c'est très drôle, parce que vraiment, c'est des choses qui parlent, mais même les gens qui l'ont lu, personne ne me parle. Alors moi, je trouvais ça fascinant. Bon. À l'inverse, il y a des choses qui nous semblent très anecdotiques. Franchement, la réflexion sur la peur et sur ces 3,5% était pas le corps de ma pensée, et qui deviennent notre... Parce que donc, les 3,5... Non, mais pour finir. Dans donc, l'imaginaire, on m'en a beaucoup... bascule, on imagine... Je finis. Du coup, on m'a beaucoup parlé de ces 3,5%, si bien, donc je vous invite à regarder ça, que France Culture a fait une émission entière avec 3 chercheurs du CNRS pour savoir si je disais vrai sur cette question de 3,5%. Donc merveilleux, ça permet de participer au débat public, c'est très bien. Je n'ai rien inventé. Je cite deux chercheuses de Harvard qui ont étudié les mouvements sociaux. Ça a fait couler beaucoup d'encre, mais ce qui se passe, c'est qu'en sciences sociales, évidemment qu'on tâtonne. On n'a pas compté comme ça dans tous les moments où il y a eu des basculements sociétaux. On ne s'est pas dit, ah là, il y a assez de gens, d'un coup on a gagné. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça valide une théorie qui est celle d'Andreas Malm, et qui montre ce qu'il appelle la théorie du flanc radical, c'est de dire que dans les moments où on a obtenu de nouveaux droits ou de nouvelles libertés, eh bien, il y avait à la fois un flanc plus radical qui va faire des actions de désobéissance civile, qui va jouer avec la légalité, qui va même parfois utiliser la violence. Eh bien, ces gens-là peuvent être minoritaires, mais s'ils ont une action coordonnée avec un flanc plus modéré, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont être plus menaçants pour l'ordre établi, et que du coup, ils vont forcer un débat avec le gouvernement ou en tout cas l'ordre en place. Exemple très récent et concret, je reprends celui de la 69, c'est parce qu'il y en a qui ont fait la grève de la faim, qui sont allés dormir dans des arbres de manière illégale, qu'ensuite nous, on a pu négocier qu'on est en train d'essayer de négocier avec le gouvernement et la région pour dire, voilà, nous on a une porte de sortie, est-ce que vous voulez bien qu'on se rencontre pour essayer de mettre en place une médiation, pour essayer d'avoir, une consultation publique locale, qui sont des mesures dans la démocratie, dans la légalité, qui sont des mesures plus modérées, on pourrait dire. Mais s'il n'y avait pas eu quelque chose qui aurait été plus menaçante pour l'ordre établi, il n'aurait probablement, ou plus rarement en tout cas, ce qu'on voit dans l'histoire, écouté ces demandes-là. Donc voilà... Oh, que se passe-t-il? Le monde s'effondre déjà. Terrible. Donc voilà, tout ça c'est pour dire que c'est intéressant ce 3,5% parce que ça nous fait sortir de l'illusion qu'il s'agit que de convaincre. C'est ça qui m'intéresse. C'est que ça nous fait sortir de l'idée qu'il faut simplement convaincre tout le monde et qu'une fois que tout le monde sera convaincu, c'est bon, ça deviendra comme ça. On ne peut pas se permettre d'attendre ce moment-là. Et en même temps, il est nécessaire, même si on ne partage pas ces actions-là, aussi de respecter d'autres qui vont avoir des méthodes plus radicales que nous, parce qu'elles vont peut-être nous servir aussi. Donc voilà, c'est juste ce point qui m'intéressait. Tu parlais justement de Thomas Braille, tu parles dans ton livre justement des corps en action. Là, c'en est un de l'actualité très concrète avec une grève de la faim, donc quelque chose de très fort qui met en cause sa santé. Il y a quelque chose, effectivement, que tu décris. Là encore, c'est comme si pour ramener un peu un certain nombre de choses qui sont parfois très théoriques sur la terre ferme, sur l'impact que finalement ont toutes ces questions sur la vulnérabilité de nos corps. C'est ma question, trop bien. C'est un vrai axe qu'il y a, c'est-à-dire que comment est-ce que finalement cette vulnérabilité de nos corps, elle est mise à jour par ces questions-là, alors que peut-être une certaine illusion du confort et de la sécurité nous avait coupé de ça, et que ça peut être finalement une occasion justement d'action. Exactement, déjà, ça vient d'une discussion avec des médecins et infirmières aussi, qui nous racontaient... ça dit 2 choses. Déjà, on nous oppose souvent l'idée de progrès. C'est-à-dire que c'était tout le moment, vous voyez, où il y avait ce discours qui disait « les écolos, vous voulez un retour à la lampe à huile, vous êtes contre l'idée de progrès ». Et ce que ça montre, les études scientifiques sur l'impact sur nos corps, par exemple les polluants éternels, le nombre de polluants éternels qui sont présents dans nos cheveux, dans notre corps, le fait qu'on retrouve du microplastique dans les laits maternels, dans le placenta, que nos corps sont, quand on regarde aussi dans nos urines, en fait, le nombre de choses qui se passent,
le fait que nos corps soient attaqués, le lien avec les cancers, c'est le débat en plus en ce moment avec le glyphosate, mais c'est plus largement tout ce qui se passe impacte directement nos corps intimes. Évidemment les canicules, évidemment les maladies cardiovasculaires, les maladies liées aux particules fines aussi. En fait, tout ça montre que on est presque peut-être allé trop loin et que l'idée même de progrès est menacée par cette quête éternelle du progrès. Et c'est la métaphore que tout ce qui est bon, quand devient trop, nous empoisonne. Quand on peut mourir de boire trop d'eau. On peut mourir de boire trop d'eau. Si on boit trop d'eau, on va mourir littéralement. C'est génial de manger. Si on mange trop, on peut mourir de trop manger. Donc c'est vraiment l'idée de mesure qu'on a complètement perdue, qui fait pour autant partie de la vie. Tout ce qu'on aime, on ne désire pas qu'ils grandissent éternellement. Nos enfants, on n'a pas envie qu'ils grandissent jusqu'à toucher le ciel. C'est très bizarre. Donc, c'est l'idée de se dire comment est-ce qu'on retrouve cette question de mesure et comment est-ce que le corps incarne ça. Et c'est le corps intime, mais c'est aussi le corps social qui m'intéresse en sciences sociales. Comment est-ce que ce corps social est menacé par cette idée même de progrès qui nous échappe et qui finalement devient un anti-progrès. Donc voilà ce que je voulais montrer. Et aussi, peut-être que, je ne sais pas encore si ce sera vraiment sur ça, mon deuxième livre, mais en tout cas, il y a beaucoup de médecins ou de personnels soignants qui sont très inquiétés par cette question de l'urgence climatique, ne serait-ce que parce que dans un monde à plus 2, 3, 4 degrés, il devient de plus en plus difficile de soigner. Avec les coupures énergétiques, on le voit quand on a même des territoires qui sont sous pression, on pourrait dire sous pression climatique. Là, à Mayotte, avec les sécheresses, on a un très fort manque d'eau. Eh bien, il y a des soignants qui nous disent, quand on commence pour l'instant, on essaie de garder de l'eau dans les écoles et pareil pour l'électricité dans les écoles, dans les hôpitaux. Mais si on a une coupure d'électricité d'un coup dans un pays, ce qui arrive de plus en plus souvent avec des conditions climatiques extrêmes ou avec des chocs énergétiques, eh bien on se retrouve à mettre vraiment en difficulté des vies. Donc là, c'est un exemple très concret, mais aussi tous les matériaux, les terres rares qu'on a besoin dans la radiologie, dans tous ces aires de domaine. En fait, on est vraiment en train d'avoir un hôpital qui, dans un monde d'emballement climatique, devient de moins en moins performant. Donc je trouve que ça devrait très nous inquiéter. Finalement. Tu as agi très concrètement dans un certain nombre de batailles. Il y en a une assez récente, parce que je voudrais prendre une bataille comme exemple pour que tu nous racontes un petit peu de l'intérieur comment ça se passe. C'est celle assez récente sur le moratoire sur les fonds marins. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire d'où on part, comment se passe l'alerte, comment on se coordonne, comment ça se passe, qui on essaie de convaincre, voilà, concrètement, comment ça se passe une action comme celle-là? Alors, on part de loin déjà, on part du néant. J'essaie de faire très rapidement. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est l'exploitation minière des fonds marins? Ce serait incroyable. Non, vous levez la main hyper discrètement. Ouais, c'est bon, ça me rassure. Non, mais sinon, on aurait fait un travail de fou, parce que vraiment, il y a 2 ans, moi déjà, je ne savais pas ce que c'était, mais plein de gens non plus. En fait, très rapidement, c'est qu'on a trouvé, pas nous, mais des scientifiques dans les fonds marins, donc ça peut aller jusqu'à 11 km, mais au-delà de 3 km, des minerais. Donc c'est soit dans ce qu'on appelle les évents hydrothermaux, espèce de cheminée incroyable où est née la vie sur Terre, c'est quand même fou. Donc dans cet endroit, on a trouvé du cobalt, il y a de l'encroûtement cobaltifère. Dans des monts sous-marins aussi, le fait qu'il y ait des montagnes sous la mer, on a aussi du manganèse, du zinc, etc. Et dans les plaines abyssales, on trouve, donc vraiment pour le coup, là ça ressemble plus à un désert, on retrouve des petites boules, des petites roches qui font à peu près la taille de mon poing et qui sont des nodules polymétalliques. Et donc dans ces endroits-là, c'est des minerais qui sont utiles pour tout un tas de choses, notamment pour les batteries. Et on peut se dire super, ça peut être utile, on va avoir besoin de batteries, pourquoi pas. Le problème de ça, c'est qu'en faisant cette chose-là, les scientifiques ont découvert qu'on menaçait déjà la biodiversité marine. Mais d'un point de vue drastique, pour une raison très simple, c'est que cet endroit, il faut imaginer des endroits où on ne voit pas la lumière. C'est des espèces qui sont vieilles de plusieurs milliers d'années. C'est les espèces les plus anciennes. C'est vraiment des choses qui ressemblent à des dinosaures, version marine. Mais c'est assez fou et qu'on connaît très, très, très peu. C'est d'ailleurs l'endroit sur la planète qu'on connaît le moins. Il y a plus d'humains qui sont allés sur la Lune que d'humains qui sont allés dans les fonds marins. Donc à chaque fois qu'on fait une expédition, on découvre de nouvelles espèces.
Donc c'est-à-dire qu'en allant creuser déjà ce qui se passe, déjà on sait à peu près rien, mais tout ce qu'on sait, les seules choses qu'on commence à savoir, c'est que ce serait terrifiant sur l'impact que ça peut avoir. C'est à presque 500 km, c'est fou, hein, les vibrations que ça crée et le fait que ça lève des sédiments, ça a un impact sur presque 500 km. Je voyais c'est complètement fou et ça perturbe aussi beaucoup d'espèces qui, elles, puisqu'il n'y a pas de lumière aussi, se communiquent et se retrouvent avec des ultrasons, avec les sons. Et donc c'est terrible pour la biodiversité marine. C'est terrible même pour nous d'un point de vue très égoïste parce qu'il y a de la recherche qui est faite beaucoup dans ces endroits-là, notamment pour les cancers du cerveau, pour la maladie d'Alzheimer, pour les alternatives aux antibiotiques quand on y devient résistant. Donc il y a vraiment les gens de la pharmacie qui travaillent sur ces écosystèmes-là. Donc pareil, eux, ils sont pas très partants pour qu'on aille y toucher parce qu'ils disent, nous, on découvre des choses plutôt cool, donc si on pourrait éviter de les perdre, ce serait génial. Et puis, d'un point de vue climatique, en fait, on perturbe la fonction de régulation de l'océan. L'océan, c'est le vrai poumon de la planète. Hein. Ça stocke, là, l'endroit où il y a le plus de carbone qui est stocké, c'est vraiment dans nos fonds marins. Donc, quand on va les gratter avec des grosses machines, faire des sortes d'aspirateurs géants en fait, on perturbe ça. Et donc, le risque, c'est de relâcher le carbone qui est séquestré. Donc, le carbone plus l'O2, ça fait du CO2 dans l'atmosphère et ça peut être vraiment des bombes climatiques. J'espère que je vous ai montré que ce n'est pas une super idée d'aller commencer à gratter ces fonds marins dont on ne connaît rien. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est des scientifiques qui nous ont alertés et c'est d'essayer de fédérer des gens pour qu'on fasse en sorte que les États rejoignent un moratoire. C'est-à-dire juste une pause en disant il faut au moins 10 ans pour que la science découvre vraiment quels sont les impacts. Pour l'instant, tout le monde est en train de dire que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc laissez-nous au moins ces 10 ans. Et on a convaincu là plus de... combien de pays exactement ? Je crois 17 pour l'instant, mais ça change un petit peu de manière bien, parce qu'il y en a d'autres qui rejoignent. Et notamment la France. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la France avant qu'on réplique ça dans d'autres pays. Et que puis-je vous raconter il s'est passé tellement de choses. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est encore une fois la théorie du flanc radical, c'est-à-dire qu'on a autant fait des actions de désobéissance civile, des actions, alors pas dans les fonds marins, c'est un peu difficile de faire de désobéissance civile là-bas, des manifestations, etc., mais aussi du lobbying très direct et en dehors des écrans, hein, mais avec auprès des ministères, auprès des délégations de la mer, trouver des textes de loi, donc des avocats qui nous faisaient des contre-indications des textes de loi, aller dans les négociations internationales. J'ai repris l'avion pour la première fois depuis 7 ans pour aller à Kingston sur ce sujet-là. Moi qui boudais les endroits de négociation internationale, parce que ça me paraissait pas être un lieu où il s'y passait des choses très intéressantes. En fait, d'aller là-bas, c'était fou, parce qu'on n'était que 30 de la société civile, c'était principalement des scientifiques et quelques représentants d'associations du monde entier qui avaient le poste d'observateur. Donc ça fait 30 ans que les négociations sont en cours. Il n'y a pas un journaliste qui a eu une autorisation pour entrer. Donc on était les seuls yeux de la société civile de ce qui se passait dans ces négociations. Et dans les délégations des pays, il y avait des représentants des États et des CEO, des dirigeants des compagnies de minerais, de l'industrie du minerai. Donc en fait, on laissait ces gens, en gros, on laissait le loup surveiller la bergerie, quoi. Donc c'était très important qu'on y aille et qu'on essaie de nous faire un contre-lobbying. Et c'est comme ça qu'on a eu, par plein de mécanismes, on a eu beaucoup de pays qui ont rejoint et qu'aujourd'hui, là où l'été dernier, on devait commencer les premiers travaux, eh bien, ça n'a pas été le cas, donc c'est génial. Et on a aussi fait des actions sur directement les entreprises. C'est une entreprise canadienne qui s'appelait The Metal Company qui avait décidé d'ouvrir elle la première. Et on a fait tellement plein d'actions, mais c'était très drôle. Des fois, des choses où juste on s'infiltrait dans la réunion Zoom. C'était génial. Et on posait et c'est là où ils pitchaient avec des investisseurs pour dire c'est super et tout ça. Et nous, on posait plein de questions dans le chat en disant, voilà, il y a une lettre de 200 scientifiques qui disent que ça se fera pas. Et on voyait leur tête comme ça se décomposer, c'était hyper marrant. Et donc, en fait, ça les a tellement embêtés qu'ils ont été dégotés. Les investisseurs sont partis parce qu'ils disaient, oulala, ça devait commencer. Là, ils font un bazar pas possible. Les États, ils interdisent. Bon, on n'est pas... Donc, les investisseurs, un à un, sont partis. Du coup, ils ont été dégotés de la bourse, du Nasdaq. Et donc, ils sont pas en train de faire faillite. Donc, c'est génial, on est très contents. Merci. Donc, ça marche.
Mais ça demande du temps. Mais ça marche. Vraiment, je suis franchement, c'est rare. On a des victoires, donc je suis totalement hyper fière et je m'en cache pas du tout. En revanche, ça a marché, mais parce qu'on a été très, très, très stratégique et que vraiment tout le monde avait un rôle très précis. On travaillait avec les meilleurs chercheurs du CNRS sur le sujet en géologie, des avocats qui faisaient contre-analyse, des activistes qui faisaient la désobéissance civile, plein de gens qui ont relayé, des journalistes qui ont fait sortir les enquêtes. Enfin, c'était vraiment un acharnement sur un sujet très précis. Moi, c'est comme ça que je préfère faire maintenant, c'est vraiment porter un sujet, le faire sortir de l'ombre, le porter jusqu'au bout. Donc il y a toute la présence médiatique qui est super utile, hein, des réseaux sociaux qui sont super utiles, mais c'est une toute petite partie de ce qu'on fait. Il y a tout le fond qui est de fédérer des gens, et c'est ça qui me fascine, c'est que dans cette salle, on n'a pas envie de dire juste, faites tous une action ou signez telle pétition. C'est plus se dire, vous avez tous des connaissances, des compétences, des talents, des passions très précises qui sont hyper utiles pour nous, vraiment fondamentales pour nous. Et si chacun met ça au service d'une cause précise, c'est vraiment comme ça qu'on a des victoires. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est sur cette victoire et cet appel à la salle, très bonne transition, qu'on peut passer à ce temps. Bon, vous l'avez compris, voilà, on a esquissé 2-3 choses, mais bien sûr, il y a énormément de questionnements qui demeurent. Qu'ils soient profonds ou légers, tout est accepté, du moment que tout se fait évidemment dans l'écoute et la bienveillance. Pour ces questions, essayez quand même, pour qu'on en prenne le maximum, d'être assez bref et qu'il y ait vraiment une question, sauf si vous avez un témoignage aussi que vous pouvez partager bien sûr, mais l'idée c'est que quand même plusieurs personnes puissent prendre la parole. Voilà. Qui est-ce qui se lance pour la première question ? Directement quelqu'un, c'est super. D'habitude, il y a toujours un temps de latence. C'est parfait. Voilà. Ah. Voilà. Ça marche. Attends, ça y est, c'est bon. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre engagement et pour votre intervention passionnante de ce soir. C'est vraiment très inspirant. Moi, j'avais une question sur votre activisme à Bruxelles dont vous avez parlé. Vous avez mentionné le deep sea mining. Il y a eu la prolongation de l'autorisation sur le glyphosate, le détricotage de la CSRD. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance à Bruxelles en ce moment et qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ? Je m'en veux beaucoup parce que dans les couloirs à Bruxelles, c'est vraiment cliché, mais c'est passé. On était pour la loi de restauration de la nature en train de faire jogging dans les couloirs de Bruxelles et donc il y a cette personne d'une asso qui était lui aussi lobbyiste sur ces questions de glyphosate qui m'a dit il faudra que je te parle à la rentrée de glyphosate. Il a dû m'appeler 110 fois, je pense. Et j'ai dit je te rappelle, je te jure. Et c'est encore partie des choses, là vous venez de me rappeler, que je ne l'ai pas rappelé. Donc je ne sais pas du tout exactement ce qui se passe sur le glyphosate. Je sais juste que tout le monde est paniqué et que apparemment ça ne se passe pas tout à fait en notre faveur. Donc si vous avez plus d'informations, je vous laisserai vraiment les partager vous. Je ne suis pas la bonne personne maintenant pour ça. En revanche, ce que je peux dire, c'est que ce qu'on imagine est réel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Mais c'est légal, en fait, le lobby. On a l'impression que c'est un truc un peu des films Netflix, où c'est un peu complot de dire qu'il y a des lobbies. C'est pas des gens comme ça dans l'ombre qui... Et heureusement, en fait, que c'est... Enfin, quelque part, heureusement que ça existe, dans le sens où, quand on est en position de décision politique, on peut pas tout connaître de tout. Donc, si on veut faire une loi sur les salles de spectacle... Admettons, je suis députée, je vais faire une loi sur les salles de spectacle, je suis très contente que je puisse avoir quelqu'un qui soit responsable des syndicats des salles de spectacle, qui me dise, nous, voilà, on a ça comme problème, comme problématique, c'est ça, il y a ça qu'on pourrait mettre en place, qui nous rendent compte vraiment de ce qui se passe. Le problème de ça, c'est que ceux qui ont des intérêts économiques sont beaucoup plus organisés et ont beaucoup plus d'argent, et donc peuvent beaucoup plus rester, parce que ça a vraiment un coût, avoir un appartement à Bruxelles, passer ses journées là-bas, avoir les bonnes connexions, etc., ça a vraiment un coût. Donc on voit dans ces couloirs, vraiment, la FNSEA, on voit, par exemple, le plus flagrant, c'est vraiment les lobbies de l'industrie de la pêche, notamment espagnole, et Bloom, je fais beaucoup avec Bloom, et Bloom on parle très bien, et il doit vraiment faire face à ça. Donc c'est un vrai sujet. Les lobbies à Bruxelles, c'est un vrai sujet, et on rédige... Parce que nous, on le fait aussi. Quand on parlait des fonds marins, on a rédigé des amendements. On a rédigé un projet de loi qui a été voté, d'ailleurs, c'est super. On a rédigé, nous, les articles
qui ont ensuite été portés par des députés, qui les ont relus, etc. Mais pas tous ont cette honnêteté intellectuelle, et certains déposent des textes dont ils n'ont pas touché un seul mot. Donc c'est une réalité dont il faut avoir conscience pour mieux la combattre aussi, savoir vraiment que ça existe. Et donc l'Ordonnance à Bruxelles, c'est un peu ça. C'est assez terrifiant. Et en même temps, c'est un endroit où il peut se passer beaucoup de choses. C'est un peu comme ma relation avec la justice, où je me disais, les actions en justice, en fait, c'est tellement long que ça n'aboutit vraiment pas. Et c'est faux, parce que nous, on l'a vu sur des sujets très précis. Quand on saisissait la justice, on a gagné un procès, par exemple, contre le préfet de police, Didier Lallemand. C'était bien aussi ça. En fait, en juge des référés, on a eu un jugement en 48 heures. Et on a pu revenir manifester devant l'Assemblée nationale, etc. Donc il y a des moments où ça peut être des outils. Donc c'est un peu ma réponse que je ferais sur Bruxelles, c'est-à-dire que c'est une énorme machine où on peut avoir l'impression que c'est extrêmement long et lent et que rien ne s'y passe jamais. Et c'est pas tout à fait vrai, parce que si on trouve les bons axes, les bons endroits, parfois on peut avoir des victoires extrêmement concrètes. Là, on travaille sur le commerce d'ailerons de requins. Donc on a fait une initiative citoyenne européenne, ça paraît extrêmement chiant, mais c'est juste le fait que s'il y a 1 million de citoyens ou citoyennes européens qui disent, voilà, nous on rejoint cette initiative-là, donc on vous demande de rendre réponse sur ce sujet précis. Donc faites une loi, ou alors si vous ne la faites pas, dites-nous précisément qu'est-ce qui vous empêche de le faire et pourquoi, sur ce sujet précis-là. Donc il y a des mécanismes comme ça qui existent, qu'il faut saisir, parce que autant on peut avoir envie de renverser la table et de dire votre jeu, je n'y participerai pas, autant parfois, même si on veut changer les règles, ça vaut le coup de s'asseoir autour. C'est un peu nul comme métaphore, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Merci. Autre question ? Merci. Un point léger et puis une question profonde. Le point léger, c'est que je suis britannique. Tout est notre faute. Nous, on a lancé la révolution industrielle. On a fait les premiers pas vers la globalisation grâce à nos colonies, etc. Donc, afin d'exorciser un peu toute cette culpabilité, il y a une forte envie d'action. Ma question profonde, c'est que j'ai appris que l'organisation Fresque a gagné un appel d'offres auprès du gouvernement français pour justement mener des ateliers fresques pour tous les élus et les hauts fonctionnaires. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils seront bientôt donc tout à fait conscients du fait que nous, les êtres humains, on est en train de justement détruire l'environnement dont on a besoin. À un autre niveau aussi, les individus, c'est en train de devenir une priorité. C'est très clair. Comment est-ce qu'on peut réduire l'écart? C'est-à-dire que si eux, ils savent et nous en avons envie, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils comprennent que c'est une priorité pour nous maintenant et ce n'est pas juste théorique? Merci beaucoup. Merci. Alors, en plus, je sais que vous êtes responsable des fresques, donc je ne voudrais pas qu'on se fâche. Mais, non, mais c'est un outil. Attention, hein. Au moment où je pars de cette salle en courant. Non, mais c'est super. C'est-à-dire que c'est un outil très efficace pour, en effet, avoir des ordres de grandeur en tête, etc. Juste pour dire, donc effectivement, ce à quoi vous faites allusion, c'est que 25 000 hauts fonctionnaires français vont avoir, notamment, pas que, un atelier fresque qui leur est dédié, c'est-à-dire que ce ne sera pas une fresque comme on a l'habitude, c'est-à-dire que climat ou biodiversité, etc., mais quelque chose d'un peu remanié qui intègre les différentes composantes. Voilà. Et donc, effectivement, tous les hauts cadres de l'administration française vont être formés à ça. Et croyez-moi, j'en ai formé quelques-uns et c'est bien que ça se fasse. Voilà. Je te laisse continuer. En fait, en plus, c'est un peu notre faute parce qu'on avait fait une pétition qui avait été pour demander la formation dans l'ENA, ce qui s'appelait anciennement l'ENA, des hauts fonctionnaires, et ça avait abouti, ce qui est extrêmement rare. Mais là, il se trouve que cette tribune avait abouti et que c'est une tribune que j'ai presque un peu regrettée après d'y avoir apposé mon nom. Pour une réponse simple, c'est que ce qui se passe de cette fresque, c'est qu'elle a aussi été pensée beaucoup par des ingénieurs. Et encore une fois, on a besoin d'avoir les ordres de grandeur, etc. Mais elle n'est absolument pas politique. C'est-à-dire qu'on sort de là et qu'on a un peu l'impression que c'est
le dérèglement climatique est une chose qui plane au-dessus de nos têtes. Et que donc, c'est quelque chose qui nous arrive. C'est vraiment fondamental, et je vous dis ça tout en appartenant à aucun parti politique, mais de politiser cette question, de se rendre compte que c'est parce que des gens, aujourd'hui, ont intérêt à cette urgence climatique. Je répète, il y a des gagnants, aujourd'hui, de cette urgence climatique. L'industrie fossile n'a jamais été aussi riche qu'à l'heure où je vous parle. Jamais. Dans toute l'histoire de l'économie de votre pays comme du nôtre, il n'y a jamais, ces personnes-là n'ont jamais réalisé autant de bénéfices, n'ont jamais rendu autant de dividendes à leurs actionnaires, etc., etc. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que ça change. Ils sont assis sur une poule aux œufs d'or, et celle-ci, ils s'assurent bien que nous en restions dépendants de ces œufs, précisément. Et quand on parlait des lobbies, il faut vraiment... C'est pour ça que je passe longtemps sur Total Energy, qui sont mes chers amis, parce que dans le livre, parce qu'ils ne font pas du tout que répondre à une demande. C'est-à-dire qu'eux se cachent beaucoup, je vais répondre avec cet exemple précis, ils se cachent beaucoup derrière l'idée de dire, et d'ailleurs le gouvernement les suit, donc tous ces fonctionnaires les suivent, enfin une partie en tout cas les suit vraiment sur cette idée de dire, les gens ont besoin de pétrole, nous en vendons, grand prince, nous sommes là. Voilà, écoutez, on fait des petits efforts sur les prix. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis 50 ans, ils savaient, c'est-à-dire qu'ils ont eu... C'est le travail de Christophe Bonneuil qui a beaucoup travaillé sur ça, mais aussi Stéphane Foucard au Monde et tout un tas de personnes. Ils avaient les connaissances en leur possession du fait qu'extraire des énergies fossiles du sol allait nous amener à ce niveau d'urgence climatique. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ? Ils auraient pu dire on va peut-être pas le faire, parce que quand même c'est un business juteux mais qui met en péril l'humanité. Pas terrible en termes de conséquences. Ils ne sont bien gardés de le dire. D'abord, ils ont payé des fausses études. Ils ont commandé des fausses études. Et en fait, ils ont créé le climato-scepticisme. Donc le climato-scepticisme, c'est vraiment une invention. Hein. C'est une invention, il faut comprendre ça. Des gens se sont dit, on va créer cet objet de pensée. On a eu la même chose sur les cigarettes. Je prends l'exemple de Edward Bernays. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui travaillaient dans l'industrie des cigarettes, qui sont ensuite arrivés sur l'industrie fossile. Pardon si c'est un peu long, mais c'est vraiment un point qui m'intéresse beaucoup. Parce que comprendre ça, ça change beaucoup aussi de comment est-ce qu'on aborde la question. Dans les cigarettes, même chose. Au début, il y avait des publicités, à l'époque de ma grand-mère, où on disait les cigarettes sont bonnes pour la santé. Et vraiment, on pensait que c'était bon pour la santé. Ils étaient bien au courant que ce n'était pas le cas. Mais c'était quand ça a commencé un peu à se voir, ils se sont dit, bon, ok, peut-être c'est pas très bon pour la santé, mais tout donne le cancer du poumon. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils finançaient des études de causes annexes, qui étaient des vraies causes, donc c'était légal, notamment un composant d'une peinture qu'il y avait dans les murs. Sauf que du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on a énormément de papiers de recherche, parce qu'il y a beaucoup de financement, qui sortent sur tout un tas de causes annexes, de choses qui donnent le cancer du poumon, dans l'espace médiatique, ce que ça crée, c'est tout donne le cancer du poumon, donc il faut bien mourir de quelque chose, que ce soit la cigarette ou autre chose, c'est pareil. Sur le climat, c'est la même chose. C'est légal et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des solutions technologiques, de l'innovation, etc. Mais ce qui se passe, c'est que le financement va massivement vers ce genre de choses-là, vers la géo-ingénierie, vers toutes c'est un peu parfois ces fantasmes, et que donc c'est des vrais chercheurs qui font ça. Mais le problème, c'est que puisqu'on finance beaucoup plus cette recherche-là, eh bien ça crée l'idée que ça va aller, en fait, qu'on va trouver d'autres choses. Donc pareil, on crée l'immobilisme, C'est vraiment leur clé. Sur le climat, ce qu'on parlait tout à l'heure de l'éco-anxiété, au tout début, aux États-Unis, il y a de l'industrie fossile qui commence à financer des groupes d'éco-anxiété. Ça paraît fou, mais ce que ça crée, c'est ça, c'est de dire, avec des psys qui disent... Faites bien attention, surtout, faites attention à vous, gérez votre anxiété, coupez-vous des sources anxiogènes. Donc, on s'assure de rester bien loin de l'action, donc de dépolitiser totalement l'action. Donc, de comprendre que ces industries fossiles, et notamment avec les questions des lobbies, le nombre de lois environnementales qui ne sont pas passées parce que les compagnies pétrolières étaient là, mais il est hallucinante. On rappelle même juste les COP, ce que je dis est très connu. Dans les COP, il y a la plus grande délégation, conférence internationale sur le climat quand même. La plus grande délégation, c'est pas les États-Unis, c'est pas des autres grandes puissances, c'est l'industrie fossile. C'est eux qui ont le plus de représentants, de tous. Le prochain, la COP qui va commencer, là, le président, c'est un CEO d'une compagnie fossile. C'est quand même complètement fou. C'est comme on dit souvent, c'est comme si on demandait à des moustiques de participer à un colloque sur la malaria. Ça n'aurait aucun sens. Mais c'est vraiment comme ça que sont faites les négociations internationales, je vous assure. Donc c'est de réaliser ça permet de dire,
oui, il faut que ces gens-là soient formés, bien évidemment. C'est pour ça que je rappelle au début, c'est heureusement qu'ils ont accès à l'information. Mais attention de ne pas croire que c'est juste parce qu'ils ne sont pas au courant, en fait. Et déjà, on peut leur en vouloir de manière assez sincère de ne pas trop être au courant parce qu'il y a assez d'informations disponibles. Si des jeunes de 15 ans réussissent à le faire, si des gens qui ont 3 jobs et qui galèrent réussissent à s'inquiéter un peu de ce qui se passe, ils pourraient quand même se permettre de le faire ou de demander à 2-3 stagiaires de leur faire des fiches. Donc il s'agit aussi, à un moment donné, non mais c'est vrai, je veux dire d'être un peu sérieux suffisant. Et de dire on a besoin de le faire, mais merci 1000 fois de faire ce travail, mais ne pas imaginer qu'une fois que ce sera fait, ça y est, parce qu'il y a aussi des intérêts qui rentrent en jeu, notamment économiques, et c'est aussi ça qu'il faut adresser, en tout cas pour moi, qu'il faut vraiment adresser. Il y a 2 documentaires d'Arte sur ces questions très bien faits. L'homme a mangé la terre, qui est très bien fait, où il parle de justement à partir des années 70, l'industrie du fossile qu'il connaissait, etc. Et les marchands de doute aussi sur la manière dont l'industrie fossile a repris les techniques effectivement utilisées par l'industrie du tabac. Voilà, c'est juste pour donner, si vous voulez continuer, effectivement. Et ils sont disponibles, a priori, je pense, sur YouTube ou sinon sur Arte VOD. Je vous les recommande vraiment. Autre question ? Bonsoir Camille. C'est très très intéressant ce que vous dites alors, je vais essayer d'être claire. Ce que vous dites là, l'histoire de la cigarette, qu'on nous a fait croire que c'était bon et tout ça, je trouve qu'en ce moment, il se passe la même chose. Parce que moi j'ai un combat, parce que vous parlez aussi de combat personnel, mon petit combat à moi, à mon échelle, depuis 20 ans, c'est la voiture, le combat contre la voiture individuelle. Et là, il se passe la même chose entre les voitures thermiques et les voitures électriques. Alors on nous dit c'est la fin, l'énergie fossile, il faut arrêter avec le pétrole, tout ça. Donc tout le monde dit ah oui, il faut arrêter, ça pollue, en plus c'est pas bon, il y a des gaz, voilà, le CO2, tout ça. Mais il faut acheter une voiture électrique. Puis on voit plein de pubs partout. Ah mais la voiture électrique c'est formidable. Puis il y a des belles pubs avec ça fait pas de bruit, ça pollue pas et tout. Mais à côté de ça, il y a plus de minerais. Il faut construire des batteries. Construire une voiture électrique, ça pollue, ça pollue beaucoup plus que de construire une voiture thermique. Donc on nous fait croire tout ça en ce moment, alors qu'on ne nous parle jamais de dire mais et si on se déplaçait autrement, si on arrêtait avec la voiture individuelle, par exemple là, moi ce qui me choque là, à Vincennes, quand j'habite à Fontenay depuis 17 ans, et il y a quelques années, je ne sais plus il y a combien de temps, tout a été bétonné, mais ça m'a choquée. Alors je suis peut-être seule, ça m'a choquée de voir tout, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus un coin de terre. Mais je me dis, et à côté de ça, et de tout, je sais pas. Oui. Voilà, il y a. Voilà. Non, mais et donc, et la voiture électrique, alors on nous fait croire que c'est super, alors qu'on ne pense pas à un vélo, tout simplement, on ne pense pas à mettre plus de trains. Moi, je viens de la région nantaise, il y avait des petites gares, les petites gares ont été fermées. Alors forcément, on n'a pas le choix. Moi, mes parents qui sont à Nantes, en banlieue nantaise, ils prennent une voiture, ils n'ont pas le choix, comme vous. Et sur la question des mobilités, justement, qui rejoint, là, d'après le témoignage de Madame, l'organisation politique, en fait, des mobilités. Vous avez tout dit, je vais pas grand-chose à dire de plus, c'est que c'est vraiment l'idée de dire que la voiture électrique est l'avenir de la voiture, mais que la voiture n'est pas l'avenir de la mobilité. Et que donc, à partir de ce moment-là, c'est le problème de la voiture individuelle, ou juste, même rationnellement, avoir un objet de plusieurs tonnes pour déplacer un corps de 50-60 kilos, c'est quand même un peu bizarre. Je veux dire, on est capable d'aller sur la Lune et tout, peut-être on peut inventer un truc un peu mieux. Notamment le train, ou notamment d'autres... Après, en revanche, sur le train, petit fun fact, j'en parlais avec le responsable de... Je ne saurais pas son titre, mais quelqu'un qui gère tous les trains de la SNCF. Monsieur Train, et moi, voilà, j'ai vu Monsieur Train, il me détesterait si m'en donnait. Je lui disais, oui, mais du coup, nous, là, en ce moment, c'est d'obtenir, ça ne marchera pas du tout, mais on essaye quand même, la taxation du kérosène pour financer des trains moins chers. Et moi, je disais, je veux vraiment que les trains soient moins chers. Il me dit, mais oui, mais super. Mais sauf que nous, si vous nous renvoyez là plein de gens qui prennent le train, on n'a pas les infrastructures. Donc, si vous jouez avec vos prix, si vous voulez, mais c'est pas ça le problème. Nous, là, les trains sont déjà bien complets, on n'a pas assez. Je me dis merde, j'avais pas pensé à ça. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quand même un sujet d'infrastructure, vraiment, de organiser notre pays pour que réouvrir les petites gares, pas que penser au TGV, mais réouvrir les petites gares qui sont des enclavées, qui ont été toutes fermées, réouvrir vraiment les lignes de train de nuit à fond. Et c'est ça qui est intéressant, c'est se dire vraiment comment est-ce qu'on pense différemment une mobilité et comment est-ce qu'on pense, non pas, c'est vraiment, ça résume tout cette question-là, parce que c'est dire non pas comment est-ce qu'on prend le monde
comme on pourrait le faire d'un point de vue très ingénieur en disant on décarbone tout, donc on décarbone cette table, on décarbone ce tapis, on décarbone, et on rend tout décarboné, mais plutôt comment est-ce qu'on habite le monde différemment. Et si on fait ça, c'est ce que disait déjà André Gortz, que je cite beaucoup parce que c'est une grosse référence intellectuelle pour moi. Lui parle aussi d'économie des besoins. Donc c'est comment est-ce qu'on réorganise l'appareil productif d'un pays, notamment le travail, notamment donc le temps des gens, les ressources naturelles, etc. Comment est-ce qu'on met ça au service de besoins? Donc on définit quels sont nos besoins, aller de tel endroit à tel endroit, aller de tel endroit à Vincennes à un autre, etc. Ça, c'est nos besoins. On est d'accord pour dire qu'on a besoin de ça. Comment est-ce qu'ensuite on s'organise pour répondre à ces besoins? Une fois que ça c'est fait, au lieu d'utiliser toutes les ressources disponibles, le temps, donc travailler très très longtemps, vous voyez, utiliser plein de ressources et tout, juste pour produire des choses inutiles parce que ça nous panique d'avoir du temps libre, eh ben non, l'économie de demain, lui disait, c'est l'économie du temps libéré. C'est-à-dire, une fois qu'on a répondu à ses besoins, mais c'est merveilleux, on libère du temps. Et c'est ça vraiment le vrai progrès. Le vrai progrès, c'est de libérer du temps. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps libre? Eh ben, plein de choses merveilleuses qui donnent du sens à nos existences. Donc moi, je vois plus comme ça, en fait, la question écologique. On continue. D'autres questions? Oui, dans le fond. Bonsoir, merci. C'est inspirant, très clair. Alors, vous venez de parler du travail. Moi, il y a tout de suite une question qui me vient. Est-ce que vous pouvez nous partager votre position sur le sujet de la semaine à 4 jours? Est-ce que pour vous, on peut faire un lien assez immédiat ou au moins concret de la portée de cette organisation du travail pour servir la cause qui nous réunit ce soir? Bien sûr, d'ailleurs, je dois ma petite notoriété à ça. Dans le sens où c'est parce que je me suis fait huer au MEDEF il y a un petit moment, parce que j'avais demandé peut-être de travailler moins, ce qui avait beaucoup fait rire la journaliste, et qui m'avait, enfin du coup la salle m'avait hué, c'était un peu, bon, c'était original, pas très surprenant de leur part, et donc en fait ça avait fait tout un bazar, et après les gens s'étaient offusqués, etc., et donc ça avait commencé comme ça. Donc je souscris tout à fait à cette proposition-là. Il y a plein de choses intéressantes à Charleroi, en Belgique. Ils réfléchissent à ça. Il y a aussi des entreprises qui réfléchissent parce qu'il y a la semaine de 4 jours, mais il y a plein de manières d'organiser différemment le travail. Je ne veux pas vous dire des exemples très concrets, j'en ai pas en tête qui soient assez clairs et pertinents, mais c'est évident que aujourd'hui, comme je disais, on travaille à produire des choses inutiles. Pas seulement, mais il y a toute une partie des choses qu'on produit qui sont inutiles. Donc déjà, c'est un temps de travail qu'on pourrait libérer, qui pourrait nous permettre de donner du travail à toutes et à tous, et de libérer ce temps aussi pour des actions citoyennes, aussi pour toutes ces choses qui aujourd'hui sont réalisées par des associations, par du temps de bénévolat de la société, qui pallient à un manquement de l'État. On avait le scandale des Restos du Cœur il y a quelques semaines qui était menacé de fermer parce qu'il manquait de dons. On a vraiment des endroits dans lesquels l'associatif, le bénévolat, pallie à des vrais besoins collectifs. Donc si on était capable d'organiser ça d'un point de vue collectif en se disant ok, on va faire 4 jours en entreprise pour produire nos besoins, disons. Le reste du temps, on peut aussi dire on se le donne pour organiser des endroits dans la société dont on a vraiment fondamentalement besoin pour faire du lien, pour faire vivre le lien entre les générations, par exemple, dans les maisons de retraite, etc. Il y a beaucoup de choses à faire qui pourraient être valorisées d'un point de vue de la société, qui ne dépendraient pas que de la volonté, de la volonté individuelle. Ça me semblerait beaucoup plus intéressant. Donc, et ce que je vous le dis est très... il y a plein de recherches qui sont faites sur le lien entre la réduction du temps de travail et l'impact carbone. Parfois, je trouve ça un petit peu... C'est léger de dire simplement juste il suffit de travailler moins et on polluera moins. Évidemment, ça fait sens. On peut se dire si des gens qui produisent des voitures travaillent moins, il y a moins de voitures, on pollue moins. Bon, certes, mais ça me semble intéressant de plutôt se dire comment est-ce que collectivement, ce que j'avais dit avec André Gortz, c'est vraiment ça. On mène au temps de travail collectif en commun. Où est-ce qu'on la loue, en fait? Et donc, peut-être qu'on aura, comme on le disait, besoin de moins de temps parce qu'on aura défini moins de besoins et que donc ce sera super parce qu'on aura beaucoup plus de temps libéré, de temps libre, notamment aussi pour l'engagement associatif ou pour l'épanouissement collectif. Il y a un excellent dossier de Socialterre sur cette question, sur justement un hors-série sur le temps, où ils réfléchissent beaucoup à ces questions-là. Avec, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Une autre question? Bonsoir. Moi, j'avais une question générale sur le rôle des grosses banques dans cette urgence climatique.
ont-elles encore du pouvoir face à des multinationales comme Total, qui continuent d'avoir un impact énorme sur le climat? Oui. Alors, il y a Reclaim Finance, j'avais fait pas mal d'actions avec eux il y a à peu près 1 an sur le sujet. Parce que pareil, quand on disait comment est-ce qu'on s'attaque à des gros mastodons, là, nous, c'était une pipeline, enfin c'est toujours d'ailleurs, mais une pipeline entre l'Ouganda et la Tanzanie qui s'appelle ECOP, qui est mise en place par Total Energy. Au lieu de s'attaquer juste 5 pélos contre Total, on s'est dit, bon, on va peut-être défaire la pelote de laine et notamment couper les financements. Donc on a fait beaucoup d'actions dirigées vers les banques qui finançaient cette pipeline. C'est plus le cas, c'est-à-dire qu'ils ne financent pas directement cette pipeline. En revanche, ils financent Total Energy, qui ensuite peut faire ce qu'il veut de l'argent. Donc bon, mais eux, ils se cachent bien derrière l'argument du fait qu'ils financent plus directement, pour être clair. Maintenant, bien sûr, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle immense, que nous, en consommateurs, ce qu'on peut faire, c'est déjà de retirer l'argent qu'on a sur nos comptes chez eux et d'aller vers des banques qui sont plus éthiques. C'est un peu complexe parce que souvent, le système bancaire fait qu'elles ont leur maison mère, entre guillemets, aussi dans des grosses banques. Mais peu importe, parce que ça envoie un signal très clair qui est intéressant. Dans tous les cas, ça envoie un signal très clair qui est intéressant, qui est de dire on ne veut plus que notre argent, même si c'est un peu en fait, on ne veut plus que notre argent finance la destruction de la vie sur Terre. Et on avait fait ça, on avait fait avec Reclaim Finance, donc Lucie Pinson, qui est une ONG qui fait du lobbying sur les questions financières. Elle a eu le prix Goldman de l'environnement. C'est un peu comme le prix Nobel de l'environnement. Donc leur travail est vraiment très reconnu, même au niveau international. Et c'était de faire en sorte que ces banques désinvestissent du fossile. Parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. S'il n'y a plus d'investissement privé, et on essaie aussi de le faire sur investissement public, ça devient compliqué, même si ces géants comme Total sont extrêmement riches, qu'il y a des projets qu'ils pourraient faire tout seuls, à un moment donné, s'ils n'ont plus aucune autre source de financement, ils vont pas continuer éternellement. Donc il y a un vrai enjeu nous, à court terme, c'est ça. C'est de retirer l'argent de ces banques-là et de le dire en revanche. De vraiment pas hésiter à envoyer un mail aux conseillers en disant, on peut se dire que c'est anecdotique, mais nous, on avait vu l'impact que ça avait fait. On avait obtenu plein de rendez-vous avec des dirigeants de banques qui commençaient vraiment à flipper du fait que y a plein de gens qui, même des petits comptes, qui d'un coup disent je retire cet argent vraiment de ce compte, j'arrête là. Et qui écrivent un mail en disant je ne cautionne pas vos financements dans l'industrie du fossile. Donc ça peut être super utile. Je ne sais pas si ça répond à ma question. Autre question, il y en a encore quelques-unes, donc voilà, on essaye de faire passer la parole. Oui, oui. Vous disiez donc d'agir localement. Enfin voilà, que c'était un de vos principes, peut-être en France, au niveau de l'Europe. Mais est-ce que finalement notre mode de développement, de vie, qui aujourd'hui a influencé et continue à influencer la Chine, l'Inde, qui sont des pays avec une population qui est en croissance énorme, finalement, est-ce que ce qu'on fait ici, évidemment, ça a un impact, mais par rapport à ce qui se passe là-bas, finalement, c'est rien. Et est-ce que la problématique de surpopulation, finalement, n'est pas aussi au cœur du problème ? Parce qu'ils veulent tous avoir le même mode de vie que nous, ils veulent tous prendre l'avion comme nous. Merci beaucoup pour cette question. On est à chaque fois, de manière beaucoup moins polie que vous habituellement. J'ai l'impression que sur des plateaux télé, c'est plutôt « allez donc manifester en Chine ». Donc merci de l'avoir fait avec autant de classe. J'ai pas l'habitude. Mais alors, pour plein de raisons, est-ce que peut-être je peux commencer sur la surpopulation. Encore une fois, plusieurs niveaux de réponse. Déjà, factuellement, les démographes montrent que, comme toutes les autres espèces, on aime se croire très spécial, on ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se régule et qu'on ne croit pas éternellement. Vraiment, c'est le principe de nos systèmes, c'est qu'on ne croit pas éternellement. Donc c'est pour ça que l'idée d'une croissance infinie sur laquelle est basé notre modèle économique est une fiction totale et absolue. C'est un fantasme littéral. Donc on se régule. Par exemple, même les performances sportives qui n'ont cessé d'augmenter, on a toujours battu des records, on court de plus en plus vite, on commence à descendre. C'est-à-dire qu'on ne croit pas éternellement, point. Donc ce sera la même chose pour nos populations. Les modèles de démographie montrent qu'on commence, que vraiment il y a un moment où on se régule. Première chose. Ensuite, d'un point de vue philosophique,
moi, ça me pose un problème éthique fondamental, qui est de dire déjà qui sommes-nous pour décider, pour jouer à Dieu, en fait, de dire vous mourrez, vous non. Comment on choisit déjà l'eugénisme me semble être dans l'histoire des passages assez peu glorieux. Et également, c'est un argument qui est souvent très utilisé, pour le coup, par, je ne sais pas que c'est votre cas, hein, mais je dis politiquement, il est porté par des gens, pour être un outil raciste. En fait, c'est souvent de dire, mais écoutez, il faut faire moins d'enfants, sans se poser la question de comment on consomme ces enfants. Donc on va souvent dire, en Afrique, faites un peu moins d'enfants quand même, ce serait bien que vous ayez moins d'enfants. Sans penser qu'en fait, un Français, aujourd'hui, consomme beaucoup plus, on va reprendre l'exemple de la Chine, beaucoup plus qu'un Chinois. Donc quand on imagine que la Chine est un grand pollueur, comme ça je fais une transition toute trouvée vers le deuxième sujet, quand on imagine que la Chine est un grand pollueur, rappelez que quand on ramène à la population, c'est pas vrai. C'est-à-dire quand on ramène à la population, on pollue bien plus que les Chinois, factuellement. Que l'Inde, encore plus. Ensuite, rappeler les émissions importées, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est produit sur place, mais pour combien de choses qui sont produites sur place, des usines chinoises sont en fait pour que nous, on les importe. Des projets d'objets de fast fashion, tout un tas de choses. Donc quand on regarde déjà, quand on calcule les émissions importées, c'est très, enfin, il y a ça. Et historiquement, les émissions historiques, là, on pète tous les records. Historiquement, notre responsabilité historique est immense, et donc d'un point de vue, encore une fois, de devoir moral, on se doit d'aller vers cette réparation. C'est pour ça que dans toutes les négociations, il y a toujours cette question ce qu'on appelle des pertes et dommages, des réparations. Comment est-ce que, tant bien que mal, on essaie de réparer cette chose. Donc voilà, sur l'aspect démographique, il y a quelqu'un qui s'appelle Sumboy qui travaille sur ça, qui est un compte Instagram, il faut de la recherche et tout ça, mais aussi un compte Instagram de vulgarisation, si jamais vous avez Instagram, qui s'appelle Histoire Crépue, et que j'adore citer parce qu'il m'inspire beaucoup et qui démontre comment lui travaille beaucoup sur cette question du lien entre racisme et arguments démographiques. Et ensuite, pour finir sur ça, c'est aussi que pour moi, je préfère qu'on se pose la question de se dire on doit habiter le monde, mais ça c'est très intime pour le coup, mais on doit habiter, voilà les données qui sont les nôtres, on a des limites planétaires à l'intérieur desquelles on doit habiter. On a un nombre donné de frères et sœurs, de gens autour de nous, avec lesquels on habite le monde. Comment est-ce qu'on habite de manière solidaire? Comment est-ce qu'on habite de manière à ce que tout le monde puisse avoir accès à des droits fondamentaux, à satisfaire leurs besoins fondamentaux, puisse avoir accès au bonheur et à la liberté? En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas tant de savoir comment est-ce que, puisque moi je veux consommer comme ça, comment est-ce que je m'assure d'éliminer les autres autour de moi qui m'empêchent de consommer comme je veux consommer. Je trouve que c'est un peu triste comme vision collective qu'on aurait de l'existence. Et sur la France qui aurait peu d'impact, alors vraiment pas, on est très, là pour le coup je vais être très chauvine, on est extrêmement puissant d'un point de vue diplomatique. Nous sur les fonds marins, on a changé la position d'Emmanuel Macron, avec beaucoup de temps et de travail, mais une fois qu'il a annoncé que la France était en défaveur de l'exploitation minière des fonds marins, on a eu des pays qui sont tombés à l'appel, vraiment. C'est déjà parce qu'on est le deuxième, sur la question océan par exemple, la France, on est le deuxième espace maritime, hein. Donc on a une puissance énorme sur les questions océaniques, c'est d'ailleurs très grave que dans le plan de planification écologique, il n'y ait pas un seul mot sur l'océan, parce que c'est quand même dommage, c'est un domaine dans lequel on a beaucoup de poids diplomatique. Donc dans les négociations, c'est énorme ce qu'on a en possibilité, vraiment. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Et voilà, je peux en parler longtemps, mais je crois qu'il faut qu'on se concentre aussi sur ce qu'on fait là, pour toutes ces raisons que je vous ai données, ne vraiment pas tomber dans l'idée que c'est ailleurs que ça se joue uniquement. Et aussi parce qu'il y a plein d'autres actions et d'activistes et des gens qui sont à ma place qui font la même chose dans ces pays-là. En attendant, vous êtes français, nous sommes français a priori, donc faisons déjà ce qu'on peut ici. Et on travaille avec eux, par ailleurs, aussi. On fait beaucoup d'actions. Il y a une forme de diplomatie activiste qui existe aussi en parallèle de ça. On va prendre une ou deux questions encore. Alors, c'est pas moi qui distribue les micros. Bonjour, merci beaucoup pour vos mots et puis pour les combats que vous portez au quotidien. Ça rejoint justement cet aspect de diplomatie activiste. Je voulais ouvrir un peu le prisme sur d'autres luttes, type féminisme ou racisme par exemple. Est-ce que vous pensez que la cause climat gagnerait, ou gagne déjà, à effectuer une forme de convergence des luttes avec ces autres combats? Ou est-ce que convergence signifie aussi potentiellement dilution de son combat et puis, dilution dilution. Ok, oui, pardon. Voilà. Merci beaucoup pour cette question.
Alors, non, clairement, vous imaginez bien que je suis plutôt pour l'option 1 de cette partie. En fait, mais même parce que quand on regarde, encore une fois, les liens, vous disiez, madame qui vient d'Angleterre, enfin qui venait d'Angleterre, vous disiez c'est aussi notre faute pour des questions coloniales. Quand on regarde l'histoire, c'est rappeler ces choses-là. En fait, c'est rappeler comment notre modèle économique a été imposé, à qui appartient les ressources, sur quelles ressources on s'est développé, et tous les projets. Pour parler de la question qui fâche, qui est souvent celle du colonialisme, sur tous les sujets environnementaux sur lesquels on travaille, même les fonds marins. On pourrait dire a priori le lien avec le colonialisme. Bon, le colonialisme n'est pas très fort. En fait, c'est encore une fois des compagnies, là en l'occurrence canadiennes, américaines, belges, il y a une compagnie belge, qui allons chercher des minerais dans des pays qui ne sont pas les nôtres, dans des petites îles notamment. On a beaucoup d'îles Tuvalu, Nauru, etc., qui sont des îles du Pacifique, qui elles vont. Alors là, dans les négociations, pour vous dire, il y avait un consortium de pays africains qui essaie de négocier 4% des bénéfices. C'est-à-dire que, du coup, 96% du reste va directement de l'exploitation. Donc, on va exploiter des fonds marins qui appartiennent pas du tout à nous. On garde 96% au minimum des bénéfices en tant que compagnie minière, donc intérêt privé. Et qui va être en première ligne des conséquences du dérèglement climatique ? Ce sont ces petites îles qui vont être les premières à être rayées de la carte avec ces bombes climatiques. Donc, c'est vraiment faire le lien avec l'économie, avec l'histoire coloniale, c'est pas juste parce qu'on aime bien faire un bloubi-boulga de tout ça, c'est juste réaliser, en fait, concrètement, qui est responsable. Et réaliser une chose fondamentale, c'est que plus on est responsable du dérèglement climatique, moins on en paye les conséquences. Autre sujet qui fâche, sur le féminisme, on a les études qui montrent que aujourd'hui les femmes sont plus victimes du dérèglement climatique, notamment, par exemple, Oxfam qui a étudié plein de catastrophes naturelles, mais pour des raisons très simples, c'est-à-dire qu'on va avoir, notamment parce qu'elles sont aussi plus précaires, 70% des personnes sous le seuil de pauvreté sont des femmes, donc elles sont en première ligne aussi de ces conséquences du dérèglement climatique. Dans les catastrophes naturelles, elles peuvent fuir moins facilement parce qu'elles sont en charge souvent des personnes vulnérables comme des enfants, elles restent dans les foyers. Enfin, cette étude était assez intéressante parce qu'il montrait vraiment le lien, comment il y avait toutes les catastrophes naturelles, il y avait statistiquement plus de morts qui étaient des femmes que des hommes. Donc voilà, pour rappeler que les victimes sont majoritairement plutôt des femmes, et inversement, on a des hommes qui sont plus émetteurs de CO2, d'un point de vue statistique. Je sais pas que c'est d'un point de vue statistique, ce qui se passe, c'est qu'on a des comportements associés à la masculinité qui vont être des comportements plus émetteurs de CO2. Ce que je dis, c'était la grande polémique qui avait été faite avec Sandrine Rousseau c'est sur le steak et je sais plus ce qu'elle avait dit exactement, mais le steak et le barbecue. Bref, c'est truc. Bon, alors c'était fait de manière à ce que ce soit Twitter compatible. Mais le fond du sujet posait quand même une question qui me semblait intéressante. C'est les comportements qu'on associe à une masculinité. Ce qui est dommage parce qu'en fait, c'est des comportements qui sont les gros SUV, qui vont en effet vraiment être plus émetteurs. Et c'est aussi des personnes, c'est surtout des hommes qui sont dans des postes de pouvoir. Moi, je le vois. Mais alors vraiment, ce sont ceux qui prennent les décisions aussi qui nous condamnent. Je le vois dans les négociations des fonds marins, c'était hallucinant. On était, sincèrement, du point de vue des décideurs, j'ai pas compté, mais il devait y avoir 10 femmes. Du point de vue des observateurs et des scientifiques, on était un peu l'inverse en termes de proportion. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit aussi on demande souvent comment est-ce que ça se fait qu'il y a beaucoup de femmes qui portent ce combat-là, qui sont plus engagées. Encore une fois, statistiquement, il y a plus de femmes dans les associations. Donc c'est pour ça que ces liens, c'est pas juste parce que ça m'amuse de le faire et parce que c'est par pureté de la pensée, c'est juste que quand on se base sur les chiffres, les victimes ne sont pas ceux qui sont responsables. Donc il y a une question de justice. À partir du moment où il y a ça veut dire que c'est une question de justice et que donc on ne peut pas se permettre de se couper totalement de cette question de la justice et de ne pas être radical dans la pensée. Radical, ça veut vraiment dire aller à la racine du problème et c'est ça qu'on doit faire, c'est avoir cette exigence-là de se dire d'où ça vient, en fait, d'où vient le problème. Parce que si on ne fait pas cet effort-là, on va mettre des pansements sur une hémorragie interne. Et donc, on n'arrivera jamais à soigner vraiment
ce qui se passe. Alors, ce serait évidemment l'objet d'une autre soirée qui, je l'espère, sera organisée également sur ces sujets. Bien sûr, hein, c'est un sujet extrêmement vaste et passionnant. L'heure tourne, hélas. On va prendre une dernière question, sachant bien sûr, que d'autres moments pour poser, pour continuer les discussions sont prévus, hein, bien sûr. Donc, allons-y. Alors, peut-être deux, si on fait des questions rapides. Allez, il y avait aussi le jeune homme avec la dame là-bas. Allez. Bonjour. Merci pour cette conférence. Et vraiment, je suis heureuse qu'une personne aussi jeune ait déjà compris tant de choses et arrive à nous l'exposer clairement. Alors moi, je vous parle... alors j'ai mon âge. Et il me semblait que là, vous avez une problématique de payeur-pollueur. Et il me semble qu'il y avait une problématique de crédit carbone à un moment donné, où il devait être mis en place un mécanisme pour que les entreprises achètent des crédits carbone pour un peu les désinciter à polluer. Et par ailleurs, il y a eu aussi, à un niveau beaucoup plus local, il y avait eu aussi des portiques installés sur des autoroutes pour faire en sorte de faire payer les routiers qui polluaient notre territoire. Et il me semble que les Bretons ont été vent debout contre, et il y a eu les bonnets rouges. Donc, si vous voulez... quelque part, on n'assume pas. Donc, je veux bien vous entendre là-dessus. Merci. Alors, honnêtement, je ne suis pas tout à fait pour ce principe de pollueur-payeur, je suis pour le principe de contrainte. Différent. Vraiment, en fait, moi, je pense qu'on ne devrait pas juste dire « payez si vous polluez », on devrait dire « arrêtez de polluer ». Comment ? Oui, non, mais en effet, c'est un mécanisme assez puissant, mais qui est souvent assez injuste aussi. Parce que c'est pareil, quand on demandait à des routiers de payer, en fait, c'était pas forcément ceux qui avaient le pouvoir économique toujours de le faire. D'où le fait que des Bretons étaient là, c'est nous, c'est notre métier. Par ailleurs, on pollue, mais aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de choix de faire autre chose. Donc, sur ces sujets-là, ce que ça créait, c'était encore une fois une question d'injustice, parce qu'on avait des entreprises dans des pays du Nord qui pouvaient dire, moi j'achète du carbone dans d'autres endroits, et puis je ne vais pas vivre les conséquences de ça, donc c'est pas grave. Donc je pense que c'est un outil intéressant, mais à manier vraiment dans une logique de justice sociale, et ça c'est pas évident. Nous, j'ai une question très concrète qu'on avait sur la taxation du carbone, parce que on voulait taxer, là il y a une niche fiscale sur le kérosène. Il y a une niche fiscale sur le kérosène qui fait que, l'avion est financé massivement par de l'argent public, hein, mais même les aéroports fonctionnent grâce à l'argent public. C'est terrifiant. L'argent public qu'on met de nos impôts qui vont dans le financement de l'avion, c'est assez étonnant. Et c'est vraiment le seul endroit qui a une niche fiscale parmi tous les carburants. Et donc on se disait, on va faire sauter cette niche fiscale et augmenter du coup le prix. Et on va faire... Sauf que pareil, ça pose des questions. Nous, on avait des gens qui venaient nous voir en disant, mais moi j'habite dans les dom-toms en fait, donc vous êtes mignons. Mais sauf que j'ai aussi des besoins. Parfois, on peut pas dire, il suffit qu'on fasse payer plus et que donc les plus riches puissent continuer à avoir un mode de vie très destructeur tout en étant protégés des effets. Donc il y a des mécanismes plus fins qui sont intéressants, qui montrent comment on peut associer une taxation du carbone tout en disant il y a des vols qui sont réglementés. Quand c'est pour les questions de business, en fait on a beaucoup moins de vols. Si c'est pour une question familiale, on peut avoir plus de vols disponibles. Enfin, voilà, on peut mêler des mécanismes qui font qu'il y a ce principe de pollueur-payeur, certes, qui est utile, mais qui ne règle pas tout, parce que parfois il est souvent malheureusement très injuste, en tout cas de mon point de vue. On a déjà dépassé le temps imparti, hélas, bien sûr. Alors vraiment, merci beaucoup pour toutes ces réflexions, cette écoute très très belle aussi, vraiment. Et bien sûr, la soirée se prolonge au moins pour un temps, avec quelques séquences de dédicaces. Merci beaucoup.